Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis médecin et un peu geek. On m'a demandé de venir vous parler de la révolution des nouvelles technologies en santé. Alors, je vais vous embarquer dans une histoire de tech. Mais comme derrière toute technologie, il y a de l'humain, eh bien l'humain y tiendra une belle place également. Qui, dans cette salle, a déjà entendu des histoires de personnes choquées par un médecin qui aurait annoncé un diagnostic grave de façon brutale, peu empathique, avec des mots beaucoup trop scientifiques, dans un couloir d'hôpital ou entre deux portes? Beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Et alors, pensez-vous que remplacer ce médecin par un ordinateur pour cette même annonce serait une avancée? Alors, avant de répondre à la question, remontons un peu le temps en arrière. Quand j'étais jeune étudiante, c'était le début de ce qu'on appelait la santé connectée. C'était l'époque des premiers forums en ligne, comme Doctissimo, où vous pouviez lire que si vous aviez mal au bras droit, c'était probablement un cancer de la cheville gauche. Des premiers objets connectés, comme les montres connectées, plus ou moins fiables, si vous voyez ce que je veux dire. Et on commençait tout juste à parler de big data et d'algorithmes qui, un jour, nous remplaceraient, nous, médecins. En somme, c'était la Silicon Valley qui arrivait en France, pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, c'était une révolution, ça allait changer la donne en médecine. Mais ce que j'entendais autour de moi de la part de mes collègues, c'était plutôt c'est complètement débile et inutile ces nouveaux gadgets. Internet? Ah non, c'est le diable, il faut absolument pas que les patients y aillent. Et puis, j'ai pas fait 10 ans d'études pour être remplacée par un algorithme quand même. Alors, comment vous dire que moi, à côté, je passais un peu pour l'ovni qui sortait du droit chemin? Pour moi, ce que j'y voyais, c'était une techno débutante et immature. Certes, mais c'était le concept qui était inédit. Ce concept de pouvoir partager la connaissance entre tous. Ce concept de pouvoir construire de nouveaux outils pour les soignants et pour les patients. Il fallait juste s'atteler à construire de meilleurs outils tous ensemble. Bah oui, tous ensemble, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il fallait surmonter cette chose et faire se rencontrer le monde de la tech et celui de la médecine, et c'était pas gagné. Parce que sans les soignants et les patients, eh bien, on ne pouvait pas construire de bons outils, parce que les entrepreneurs, qui entre vous et moi sont souvent jeunes et n'ont connu que le rhume et la varicelle, eh bien, ils avaient plein d'idées, c'est pas le problème. Mais ça manquait quand même de pertinence une fois sur le terrain. Une fois, j'ai vu une start-up qui avait créé une coupe menstruelle connectée, avec une batterie et une antenne Bluetooth à l'intérieur de la coupe. Grâce à une appli, les femmes pouvaient suivre l'abondance de leurs règles en millilitres. Elles pouvaient voir la couleur du sang sur leur smartphone, non, je ne rigole pas, et voir où est-ce qu'elles en étaient dans leur cycle menstruel, au cas où elles n'auraient pas remarqué qu'effectivement, elles avaient bien leurs règles. Bien sûr, quand la coupe est pleine, vous recevez une notification, et ils ont quand même réussi à lever 160 000 $. Moi, je trouve ça assez flippant. Et comme si les soignants n'étaient pas déjà trop frileux sur le sujet, les médias n'ont pas aidé à coups de gros titres sensationnels déclarant la guerre entre le médecin et la tech, entre l'homme et la machine. Et bien sûr, ce n'est pas le médecin, ce vieux dinosaure, qui allait en ressortir vainqueur. Et, ok, c'est vrai, la technologie est un petit miracle. Un grand même, ok. Que ce soit les biotechnologies, qui ont permis de créer de nouveaux traitements pour que les patients atteints de cancer puissent gagner des mois, voire des années de vie. La génétique, ok, une révolution un peu plus lente que prévu, mais qui, avec la démocratisation des ciseaux à ADN CRISPR-Cas9, tente aujourd'hui de guérir des maladies inatteignables jusque-là. L'intelligence artificielle, avec des algorithmes qui sont aujourd'hui capables de mieux lire certaines radios ou certains scanners que les yeux de nos radiologues. Ou encore les robots chirurgicaux, avec leurs bras articulés plus minutieux et plus précis de ceux de nos confrères chirurgiens. Aujourd'hui, à l'assistance publique, c'est 95% des chirurgies de la prostate qui sont faites par robots. Et de plus en plus d'anomalies ou de tumeurs très complexes à aborder en chirurgie classique, eh bien, elles peuvent l'être en chirurgie robotique. Mais, dites-moi, derrière les prescriptions, les bras des robots, la rédaction des algorithmes,
Qu'est-ce qui est encore aux manettes? C'est bien le chirurgien qui commande les moindres mouvements du robot. C'est bien le radiologue qui finalise le compte-rendu d'un examen. Ok. Demain, ce sera peut-être une IA. Mais si c'est le cas, en fait, tant mieux. On n'a pas fait médecine pour la beauté du diplôme, on a fait médecine pour que les gens aillent mieux. Alors, si la tech fait mieux que moi, je m'incline. Mais dans la plupart des spécialités, on en est encore franchement loin. Palper un ventre, examiner une gorge, la tech ne sait pas faire. Et puis, non, on ne va pas faire des scanners du corps entier à chaque fois que quelque chose cloche. Ces examens sont irradiants et à force, c'est votre risque de cancer qui augmente. Communiquer avec empathie, la tech ne sait pas faire non plus. Alors, oui, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de médecins qui ne savent pas très bien faire non plus, et vous avez raison, c'était le point de mon introduction. Mais la solution au problème, ce n'est pas toujours la machine. La solution, ici, c'est de mieux former les médecins à la communication. Parce que oui, contre toute attente, ça s'apprend. C'est encore beaucoup trop peu enseigné aujourd'hui, mais c'est un grand axe en voie de développement. Non. Me parlez pas non plus des robots humanoïdes qui sont capables d'analyser les émotions faciales humaines et ensuite de mimer une empathie en retour. Non. Une fausse empathie, ça fascine, mais ça ne fait pas illusion. On oublie parfois que lorsque l'on souffre, lorsque l'on porte le poids de la maladie sur ses épaules, on a besoin d'informations qui soient adaptées à notre personnalité, à notre état d'esprit, à notre contexte de vie. On a besoin de se sentir écouté, entendu. On a même besoin d'affection et d'espoir en retour. Alors, dans tous ces cas-là, sans nous remplacer, la tech nous aide. Elle nous aide à mieux diagnostiquer, à mieux traiter. Parfois, elle s'occupe de tâches techniques qui permettent de nous rendre du temps de consultation avec nos patients. Parfois aussi, elle nous vole de ce temps de consultation. Un peu trop dans une optique administrative toujours plus compliquée, mais aussi dans l'intérêt du patient de temps en temps. Au final, le message ici, c'est que la tech est à notre service, à nous humains. Mais c'est bien nous qui la construisons, non? Mais c'est à nous de lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse. La question ne doit pas être si la tech va nous remplacer. La question doit être qu'est-ce qu'on veut qu'elle nous aide à accomplir? Et aujourd'hui, les possibilités qu'elle nous offre sont de plus en plus nombreuses. Alors justement, soigner demain, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si, avant d'aller de l'avant, on retourne encore une fois en arrière. Avant, c'était assez simple, parce qu'on n'avait pas vraiment d'outils pour soigner. Alors, par exemple, avant l'arrivée de l'échographie, on ne pouvait rien détecter chez les fœtus avant la naissance. Alors, les bébés naissaient et puis on gérait ce qu'on pouvait. Et puis, l'échographie obstétricale est arrivée. Et on a pu détecter tout un tas d'anomalies durant la grossesse et parfois proposer des solutions. Une chirurgie in utero, par exemple. Ça me fait penser au passage, pour ceux qui pensent que la tech va remplacer l'humain, vous remarquerez quand même que l'arrivée d'une technologie comme l'échographie n'a sûrement pas privé les gynécologues de travail. Bien au contraire, elle en a donné pléthore. Enfin, aujourd'hui, grâce à la génétique, on peut maintenant aller plus loin que contrôler la bonne santé des fœtus. On peut tenter de choisir certaines caractéristiques de l'enfant à naître. Avec la PMA, en choisissant par exemple un donneur de sperme blond. Non, plutôt brun. Un homme ayant fait de hautes études. Et bien sûr, très beau sur la photo. En Ukraine, moyennant finance, c'est l'étape d'après. Vous pouvez choisir le sexe et la couleur des yeux du futur bébé. Et vous, si vous pouviez choisir votre enfant, quelles caractéristiques choisisseriez-vous? Et si, par exemple, votre choix se portait sur un garçon aux yeux bleus, mais qu'il naissait avec le gros nez du grand-oncle ou qui, en grandissant, s'avérait être un grand criminel, est-ce que vous assumeriez tout autant? Oui, non, parce qu'on peut choisir des choses quand même, mais on ne peut pas tout choisir non plus, il y a toujours des imprévus.
Ou alors, est-ce que vous laisseriez la nature faire? Ici, bébé 100% naturel garanti, hein. C'est stressant d'y réfléchir, non? Moi, ça me stresse en tout cas. Parce qu'en fait, quand on parle de technologie pour réparer l'homme, tout le monde est d'accord sur le sujet. Mais quand la technologie nous permet d'aller plus loin, de ne plus simplement réparer l'homme, mais de l'augmenter, alors là, c'est un nouveau monde qui se profile. Quand je dis réparer, c'est ramener le corps humain à un état de bon fonctionnement. Par exemple, je suis myope, eh bien on me prescrit des lunettes pour voir à nouveau bien, normalement quoi. Je me casse une jambe, eh bien on me met un plâtre, le temps que mon os se répare pour pouvoir à nouveau marcher normalement. Augmenter, c'est donner à l'homme des capacités supérieures aux capacités humaines. Ça peut être, comme on l'a vu, pour des parents de choisir tel ou tel embryon à naître. Mais ça peut aussi être, par exemple, de s'insérer un implant rétinien dans l'œil afin de voir la nuit, ou un implant cochléaire dans l'oreille afin d'entendre une gamme de sons plus élargie. Ça peut être s'habiller d'un exosquelette pour courir plus vite qu'Usain Bolt, ou s'implanter une carte électronique dans le cerveau pour majorer ses capacités de mémorisation. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on devient un super humain? Ou, à l'inverse, est-ce qu'on devient moins humain? Une sorte de post-humain, peut-être? Ce questionnement m'amène à une question encore plus fondamentale, qui est celle de savoir, grâce à la médecine et à la technologie, quelle humanité voulons-nous construire pour demain? Alors, il y en a une qui a quand même déjà planché sur le sujet, c'est la science-fiction. Elle nous a imaginé, par exemple, un monde basé sur la normopathie. Ça, c'est le film Minority Report avec Tom Cruise. Tout le monde doit être dans une norme de bonne santé, la normalité est traquée, punie. Fini le deuxième croissant du dimanche matin et la journée canapé télé sans bouger. Et puis, merci de sourire au travail, c'est important pour la productivité de l'entreprise. Ah non, pardon, de votre productivité personnelle, excusez-moi. On a aussi pu avoir des scénarios, par exemple, transhumanistes, avec le film Terminator. Là, c'est la course effrénée des super-héros, mi-homme, mi-robot, ou ni homme, ni robot. Ils sont toujours plus forts, toujours plus intelligents, mais toujours plus assoiffés de pouvoir aussi, toujours plus irresponsables et égoïstes. Et puis, on a pu avoir des scénarios sur l'eugénisme, avec le film Bienvenue à Gattaca, avec Uma Thurman. Là, c'est plus simplement le sexe et la couleur des yeux que vous choisissez, c'est un être sur mesure. Mais alors, quand on façonne l'être humain au point de lui retirer toute capacité à s'autodéterminer, quelle liberté lui reste-t-il? Et puis, bien sûr, on a eu les scénarios d'immortalité. Alors, moi, je me demande, quand on est immortel, est-ce qu'on peut avoir éternellement des enfants? Non, mais parce que ça fait beaucoup de monde quand même. Alors, est-ce que, par exemple, on limite les parents à un enfant tous les 200 ans? Non, 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 non. Tous les 2000 ans. Et puis, où est-ce qu'on va les mettre? Sur Mars? Mais vous avez vu tous les cratères sur Mars? Non, parce que, en fait, sur la Terre, on n'en a pas parce qu'on a un truc qui s'appelle le champ magnétique, qui fait que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Donc, moi, perso, désolée, mais je reste ici. Et puis, un autre exemple, si on imaginait un monde où, à force de vouloir remplacer toutes les compétences humaines possibles par la technologie, eh bien, nous devenions idiots, totalement asservis et dépendants d'une technologie, ne sachant plus rien faire seuls, jusqu'à perdre toute capacité de réflexion par nous-mêmes. Et vous, quel est le scénario que vous redoutez le plus? Ou celui que vous voudriez voir se réaliser? Alors, ok, ma question peut vous paraître un bon prétexte pour aller revisionner les films que je viens de mentionner, ou un bon starter pour vos conversations lors de votre prochain dîner entre amis, mais probablement une question un peu lointaine pour s'en préoccuper sérieusement, n'est-ce pas? Et puis, allez, c'est pas moi, un petit être sur cette grande planète qui est un quelconque pouvoir de décision. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Parce que si on n'empêche pas l'avenir, c'est vrai, on contribue à l'influencer, d'une façon ou d'une autre. C'est l'effet papillon. Ma philosophie à moi, c'est que dans cette vie, nous avons 2 trésors. La planète et la santé. Sans l'un et l'autre, nous n'avons rien. Alors, si la Terre est notre vaisseau, comme c'est le thème d'aujourd'hui, utilisons 3 maillons dont nous disposons, la nature, l'humanité et la technologie, afin de garder le cap, de tenir la barre tous ensemble collectivement. Personnellement, je ne suis pas convaincue par une sorte de transformation dans un être post-humain. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la technologie, oui, elle a permis d'immenses progrès dans de nombreux domaines. La science, la médecine, le monde du transport, de l'habitation. Mais a-t-elle permis le moindre progrès ? Et ce, depuis la nuit des temps. Quant à notre conscience, à nous, humains, notre pensée, notre éthique, notre bonheur intérieur. Est-ce que si demain nous pouvions nous reprogrammer sans défaut, nos conjoints nous aimeraient plus ? La Terre serait-elle plus paisible si, par exemple, nous avions tous des corps parfaits ? En fait, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on se focalise trop sur la technologie comme l'ultime source de tous les progrès et toutes les dérives. Mais elle n'a jamais été le problème. Le problème, c'est le singe derrière les manettes. C'est nous. C'est ce qu'on choisira d'en faire ensemble. Et pour pouvoir continuer à choisir ensemble, eh bien, il faut parler de ces sujets. Il faut les enseigner pour nous et pour les générations à venir, afin de garder ce pouvoir de réflexion et de décision, et de ne pas simplement le laisser aux géants du numérique ou aux politiques. Mais, encore une fois, peut-être qu'avant de parler de technologie et de médecine, est-ce que la première question à évoquer ne serait pas celle de savoir finalement ce qui nous rendrait plus heureux dans nos vies et sur cette terre, et de voir si la technologie est un outil de réponse ou pas. Et après, on pourra s'aventurer à rêver d'êtres augmentés par la technologie. Mais ça, c'est pour une autre histoire, et celle d'aujourd'hui est terminée.